scène originaire, récit des origines, ils sont très nombreux en ethnologie. Marcel Hénaff, dans Le Prix de la Vérité, puis dans les textes plus récents, reprend cette très belle description d'Andrew Sclathern, cette première rencontre entre un septuagénaire, je crois, qui voit arriver, ou qui rapporte en tous les cas à Sclathern. Comme vous le savez, la Nouvelle-Guinée a été découverte, entre guillemets, assez tardivement. L'arrivée du premier blanc, eh bien, on ne sait pas véritablement s'il s'agit d'un homme ou s'il s'agit d'un monstre un peu blafard, surtout parce qu'il est blanc, comme nous en parlent les mythes, etc., etc. Et le test d'humanité, ça va être le don lui-même. C'est-à-dire, on va échanger des cochons, je ne sais plus, des colliers ou autres, mais effectivement, le don ici vient symboliser justement cette alliance. Elle constitue un test, véritablement, c'est la formule de Marcel, et je la trouve très forte, un test d'humanité. Donc, c'est en ce sens-là déjà que l'on voit dans quelle mesure le don est plus que le don. Et cette scène, bien sûr, vous le savez, elle est présente chez Mauss, c'est cette scène de la rencontre. La rencontre des deux groupes étrangers, qu'est-ce qu'ils font? C'est cette scène de la confrontation à l'altérité, cette scène du face-à-face, cette scène de l'exposition à l'autre, cette scène du corps à corps, face à laquelle il y a une double alternative, nous dit Mauss, je ne reprends pas ces passages bienvenus, se confier ou se défier. Et c'est dans ce cadre-là qu'intervient effectivement ce pur moment de socialité, en quelque sorte, à travers l'alliance qui est conclue par le don comme performateur d'alliance, comme symbole de reconnaissance. C'est bien cette formule de Mauss, il a bien fallu poser les lances. Alors ce que montre cette épiphanie du social, cette épiphanie de la relation humaine, c'est qu'elle opère toujours sur fond de violence. Le don n'a rien de gentillet, de naïf, etc. Et elle montre combien le don contient, au double sens du terme, la violence, en quoi le don, en tant que performateur de confiance, j'y reviendrai, contient également au double sens du terme la défiance. Je voulais poser ça parce que je pense que dans le regard du sociologue, il y a cette volonté de toucher ce moment-là. Mais c'est un moment dans lequel justement tout se noue. On est bien dans un cadre, on pourrait dire, d'anthropologie générale. Et je voudrais aller un tout petit peu plus loin, le traduire un peu dans d'autres termes, essayer de voir qu'est-ce qu'elle signifie cette scène originaire dont je viens de vous parler. Et je vais le faire dans les termes, puisqu'ils sont liés à une lecture assez récente, de Judith Butler, dans ce très très beau livre qui s'appelle Vie précaire, et notamment un texte consacré au deuil après le 11 septembre. Et elle nous dit que cette scène originaire, dans tous les cas je vais traduire ainsi, elle est indissociable d'un mode d'être originel. Et ce mode d'être originel, pour Butler, c'est le caractère irréductible de l'exposition des corps. Nous sommes des êtres nécessairement exposés aux autres, exposés en un sens particulier, exposés dans notre vulnérabilité. Une vulnérabilité qui est d'abord corporelle. C'est le fait d'être d'emblée à découvert. C'est le fait d'être d'emblée à nu, un peu au sens d'Agamben. C'est ce qui définirait, pour Butler, la condition même de la vie humaine, qui apparaît avec la vie elle-même d'ailleurs, la vulnérabilité de l'enfant. Cette condition-là, elle est celle d'une précarité de soi, d'une précarité d'autrui, c'est-à-dire, au bout du compte, la précarité de la vie elle-même. Et ce qu'elle montre bien, et je trouve que c'est très intéressant du point de vue du paradigme du don, c'est que nous sommes fondamentalement dépendants des autres. Nous sommes fondamentalement livrés aux autres. Nous sommes fondamentalement assujettis aux autres. Mais en un sens double chez Butler. C'est-à-dire qu'on est indissociablement constitué par nos relations et en même temps dépossédé par nos relations. C'est-à-dire que pour Butler, cet assujettissement lié à notre condition corporelle, à la coprésence des corps, à la fois elle nous fait, parce que le moi, ce n'est pas une entité fixe, ce n'est pas une substance donnée, c'est pour Butler une batterie de relations et de processus relationnels. Et dans cela, joue un rôle essentiel pour Butler les premiers donneurs de soins, notamment de l'enfant, mais cet assujettissement, cette interdépendance, cette vulnérabilité, elle nous fait, et en même temps, elle nous défait. Parce que justement, elle nous expose toujours à la menace de la violence, du fait même de cette exposition des corps. Elle a une formule très forte, elle dit, qui dit corps, dit mortalité, vulnérabilité, puissance d'agir, c'est-à-dire désir. La peau et la chair nous exposent au regard et au contact des autres, comme à leur violence. Donc il y a une ambivalence de la vulnérabilité, c'est comme ça que je retraduis cette scène originaire, au sens où elle peut conduire tout autant à se confier à l'autre qu'à s'en défier absolument.
elle peut conduire tout autant à reconnaître l'autre qu'à l'agresser. Alors, c'est en ces termes, pourrait-on dire, que je vais retraduire ce statut matriciel du mot. En ce sens qu'il permet de transformer justement la guerre en paix, la violence en alliance, la défiance en confiance. Ces quelques remarques permettent de pointer aussi dans quelle mesure le don nous permet de pointer un élément fondamental, c'est-à-dire l'indétermination des relations, l'indétermination du fait de la coprésence. Le fait que cette coprésence-là, elle ouvre tout autant à l'acceptation d'autrui, au rejet d'autrui. Et cette indétermination, elle a un sens ontologique, elle est liée à cette vulnérabilité, me semble-t-il, qui est induite par l'exposition des corps. Alors la question qui se pose après, et j'essaie d'avancer vraiment à toute vitesse. En quoi le don permet-il de lever partiellement, provisoirement, cette indétermination? En quoi il permet de faire face à l'altérité? En quoi il permet de reconnaître cette vulnérabilité? On pourrait dire que la réponse de Lévi-Strauss, et notamment telle que Marcel Hénaff l'a reconnu, c'est avant tout la réciprocité. C'est la réciprocité, effectivement, qui permet de faire face à cette indétermination, de faire face à l'altérité. Il écrit dans le texte qu'il nous présentera demain ou après-demain, donc c'est en avant-première, la réciprocité, il la définit comme ce qui permet d'inventer un lien dans le paradoxe d'un face-à-face où chacun s'affirme, s'oppose et en même temps est appelé à accepter ou non autrui. C'est ce qui manifeste la capacité d'assumer et en même temps de transgresser la distance justement qui les sépare. Il me semble que par rapport à cela, la réponse d'Alain Caillé, la réponse de Jacques Godbout est assez différente. Il ne nie pas la réciprocité, et simplement, je crois qu'il refuse d'y réduire le don. Ou peut-être nous propose-t-il que le don englobe la réciprocité, contient la réciprocité, mais en un sens hiérarchique, comme si la dimension de générosité était hiérarchiquement première, un peu au sens de Dumont, et qu'elle englobait en ce sens-là la réciprocité. Elle est présente, mais elle est secondarisée en termes d'articulation hiérarchique. Ça permet de mettre en valeur quoi? Ce que, me semble-t-il, la pure réciprocité ne permet pas, c'est la dimension de pari du don, c'est-à-dire d'un pari de générosité. Et c'est ce que Jacques a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire donner, oui, mais donner pour que l'autre rende. La générosité du don, on pourrait peut-être la pointer avant tout de ce point de vue-là. Et je crois même qu'en mettant l'accent sur la vulnérabilité, comme je tente de le faire très vite, que cette dimension de générosité, elle est fondamentale. La vulnérabilité, la relationnalité, elle suppose effectivement cette ouverture à la générosité. C'est dans ce cadre-là que j'ai tenté d'aller voyager vers cette grammaire des relations humaines. Et comment je l'ai fait? Justement en retenant ces deux termes. D'un côté, la réciprocité, de l'autre, la générosité. Je l'ai fait, vous le verrez dans le texte, en m'inspirant très librement d'un sociologue américain, Alvin Goodner, pour qui il y a deux normes universelles que l'on retrouve dans toute société qui assurent le maintien des systèmes sociaux, un langage un peu fonctionnaliste. Ces deux normes universelles, c'est d'une part ce qu'il appelle la norme de réciprocité, et de l'autre, la norme de bienfaisance, que je traduirai en norme de générosité. Cette norme de réciprocité, elle est très large, trop large sûrement. Mais comprenez-en bien la structure, c'est la norme du tit for tat, c'est la norme du rien sans rien, c'est la norme du donnant-donnant. Elle s'applique tout autant à la réciprocité des droits et des devoirs, par exemple statutaires, liés aux rôles sociaux. Elle s'applique à la réciprocité des politesses, elle s'applique à la réciprocité de l'échange des femmes, mais elle s'applique tout aussi bien à la réciprocité de l'échange économique, comme elle s'applique à la réciprocité de la loi du talion. Si on voulait retraduire dans le langage du don cette norme de réciprocité, on pourrait le faire en ces termes-là. Je donne à celui qui m'a donné, en raison d'un endettement passé, à celui qui me donnera, dans la perspective d'un bénéfice à venir, ou celui qui me donne présentement, au regard d'une obligation présente. Très important, les relations qui se nouent à partir de cette norme de réciprocité, ce sont des relations, pour Goodner, symétriques et réversibles. La deuxième norme, la norme de générosité, elle, c'est pas la norme du rien sans rien, c'est la norme du something for nothing, dans la formule qu'en donne Goodner, c'est-à-dire la norme du quelque chose contre rien. Donc ce qui excède, en fait,
la norme de réciprocité. On n'est plus dans le registre de la conditionnalité, je donne si on m'a donné, si on me donnera, si on me donne présentement. On bascule dans un autre registre, le registre de l'inconditionnalité. C'est-à-dire qu'au regard de cette norme, on se lie à autrui indépendamment de ce que les autres ont fait, font ou feront. On se lie à autrui en raison de ce qu'ils sont. On n'est plus dans le registre du faire, on est dans le registre de l'être en fonction de ce qu'ils sont, c'est-à-dire principalement pour Gundner, en fonction de leurs besoins. C'est cette norme qui s'applique pour lui à ceux qui s'avèrent incapables d'entrer dans des relations de réciprocité, la relation parent-enfant, la relation avec le malade, etc., etc. Mais plus généralement, et c'est pour ça que c'est intéressant chez lui, il y aurait donc une norme qui appelle à faire plus que ce qu'exigent les obligations strictes liées à la norme